Mon voisin arrogant a déplacé sa clôture de 2 mètres sur mon terrain. Qu'est-ce que tu vas faire? A-t-il ri. J'ai souri poliment et j'ai dit, je vais m'en occuper comme il se doit. Pendant qu'il se vantait auprès des autres voisins d'étendre son empire, j'ai passé un coup de fil. Sa maison à 7 millions d'euros est devenue poussière. Qu'est-ce que tu vas faire, Harry Garrett, debout à côté de sa toute nouvelle clôture qui s'enfonçait maintenant de 2 mètres dans ma propriété? Je m'appelle Ezra. J'ai 47 ans et je travaille comme consultant en environnement depuis 22 ans. Je connais chaque réglementation sur les zones humides de l'Oregon comme ma poche, chaque exigence de marge de recul, chaque permis nécessaire pour construire près de zones sensibles. Ce que je voyais me retournait l'estomac, mais pas pour les raisons que Garrett imaginait. Le poteau de la clôture brillait d'un éclat argenté sous le soleil du matin, traçant une ligne nette à travers ce qui était autrefois la zone tampon naturelle entre nos propriétés. Garrett avait agi vite. Tout avait été monté pendant le week-end, alors que je rendais visite à ma fille à Seattle. Du travail propre, une installation professionnelle, coûteuse. Je vais m'en occuper comme il se doit, lui ai-je dit, en gardant une voix calme. Il a ajusté ses lunettes de soleil de marque et son sourire s'est élargi. M'en occuper comme il se doit. Qu'est-ce que ça veut dire? Sa voix avait ce ton que prennent les gens riches quand ils se croient intouchables. J'ai les meilleurs avocats de Portland. Cette clôture ne bougera pas. J'ai regardé par-dessus son épaule, vers son manoir. 7 millions d'euros de marbre, de verre et d'arrogance, assis sur ce qui était autrefois la ferme de la famille Hendricks. La vieille maison avait été démolie il y a 2 ans, lorsque Garrett avait racheté le terrain à Madame Hendricks après la mort de son mari. Elle avait besoin d'argent pour des factures médicales. Garrett avait besoin d'une propriété trophée à la hauteur du succès de son entreprise de technologie. On verra bien, ai-je dit. Derrière Garrett, je pouvais voir sa femme, Vanessa, qui nous observait depuis la fenêtre de leur cuisine. Elle a fait un signe de la main, pensant probablement qu'il s'agissait d'une simple conversation de voisinage. Leurs jumeaux, d'environ 8 ans, jouaient au football sur leur pelouse immaculée. Une vie de famille normale, si l'on ignorait le fait que leur père venait de voler 2 mètres de mon terrain. Écoute, Ezra, je sais que tu es contrarié, mais ce ne sont que des limites de propriété. Personne ne sait vraiment où elles se trouvent de toute façon. Garrett a donné un coup de pied dans l'un de mes piquets d'arpentage qu'il avait arraché pour faire de la place à sa clôture. D'ailleurs, qu'est-ce que tu vas faire de cette bande de mauvaises herbes? En fait, j'améliore le quartier. Cette bande de mauvaises herbes, dont il parlait était une zone tampon humide naturelle. Elle l'avait été pendant des décennies, peut-être plus. Le relevé initial, datant de l'achat de ma maison il y a 15 ans, la marquait clairement comme faisant partie de ma propriété. Mais plus important encore, elle faisait partie d'une zone d'habitat protégé qui s'étendait jusqu'au ruisseau qui coulait derrière nos 2 maisons. Quelque chose de froid s'est installé dans ma poitrine en regardant Garrett retourner vers sa maison. Il n'avait aucune idée de ce qu'il venait de faire. Aucune idée du tout. J'ai acheté ma maison à Beaverton il y a 15 ans, juste après mon divorce. 1,2 hectares de forêt mixte et de zones humides. Rien d'extraordinaire, mais le terrain donnait sur un habitat de ruisseau protégé relié au réseau hydrographique de la rivière Tualatin. La maison était une simple construction à 2 étages des années 80, avec un bardage en bois qui avait besoin d'un coup de peinture et une terrasse qui s'affaissait dans un coin. Parfait pour un gars qui voulait de l'espace et du calme. Mon travail m'amenait à voyager dans tout le Nord-Ouest Pacifique, en tant que consultant sur des évaluations d'impact environnemental pour toutes sortes de projets, des centres commerciaux au lotissement. J'avais vu ce qui arrivait lorsque les promoteurs prenaient des raccourcis. Quand ils pensaient que les réglementations étaient des suggestions plutôt que des lois. Les amendes, les batailles juridiques, les projets arrêtés en pleine construction. La plupart des gens n'avaient aucune idée du sérieux avec lequel l'État traitait la protection des zones humides. Garrett avait emménagé il y a 2 ans avec de grands projets et encore plus d'argent. Son entreprise de technologie, une sorte de logiciel de gestion de chaîne d'approvisionnement pour les fabricants, était entrée en bourse et l'avait rendu riche du jour au lendemain. La première chose qu'il a faite a été de démolir la vieille ferme et de construire son monument à sa réussite. 7 millions d'euros pour une maison avec 6 chambres, 8 salles de bain et un garage pour 3 voitures qui coûtaient plus cher que la plupart des maisons des gens. Il s'était présenté le lendemain de son emménagement, apportant une bouteille de vin cher et expliquant que nous allions être de formidables voisins. Il m'avait demandé ce que je faisais dans la vie, et avait semblé impressionné quand j'avais mentionné mon métier de consultant en environnement.
Ça doit être intéressant, avait-il dit. Toutes ces choses techniques. Les signes avant-coureurs étaient là depuis des mois. Des petites choses au début. Son équipe de paysagistes avait commencé à déverser des déchets de jardin près de la limite de propriété au lieu de les évacuer. Leur système d'arrosage pulvérisait de mon côté de la frontière. J'en avais parlé à Garrett à plusieurs reprises, et il avait toujours dit qu'il s'en occuperait, mais rien n'avait changé. Puis sont venus les problèmes plus importants. Son entrepreneur avait garé du matériel sur mon terrain pendant la construction de sa cuisine extérieure. Quand je leur ai demandé de le déplacer, ils ont dit que Garrett leur avait dit que c'était bon. J'ai dû aller leur expliquer moi-même les limites de la propriété. Garrett s'est excusé, prétextant une confusion. Mais j'ai vu le regard dans ses yeux. Il me testait. La clôture n'était que sa dernière manœuvre, mais c'était différent. C'était permanent. C'était lui, prenant ce qui ne lui appartenait pas et me défiant de l'arrêter. Ce qu'il ne savait pas, c'est que dans le domaine de l'environnement, on apprend à être patient. On documente tout. On comprend que les pires violations ressemblent souvent à de petits problèmes au début, jusqu'à ce que quelqu'un avec les bonnes connaissances y regarde de plus près. J'observais sa propriété depuis 2 ans, notant des choses qui me dérangeaient professionnellement mais qu'il n'était pas de mon ressort de signaler. Jusqu'à maintenant. J'ai passé l'après-midi à longer la clôture avec mes anciennes cartes d'arpentage, à mesurer les distances et à prendre des photos. La clôture s'enfonçait d'exactement 2 mètres dans ma propriété sur environ 180 mètres, depuis la route jusqu'à l'endroit où le terrain descendait vers le ruisseau. Garrett avait été prudent. L'installation était professionnelle. Les poteaux étaient droits et les piquets d'arpentage qui marquaient ma limite avaient été arrachés et jetés de côté. Mais debout là, avec mon maître ruban, autre chose a attiré mon attention. La clôture ne se contentait pas de traverser ma propriété. Elle traversait la zone tampon humide. C'était un tout autre problème. J'ai sorti mon téléphone et ouvert la base de données environnementales que j'utilisais pour le travail. Selon les registres de l'État, le ruisseau derrière nos propriétés était classé comme habitat essentiel pour le saumon. La zone tampon humide s'étendait sur 9 mètres de chaque côté de la limite des hautes eaux. La clôture de Garrett coupait maintenant directement à travers un habitat protégé qui était resté intact pendant des décennies. Ce soir-là, assis sur ma terrasse avec une bière, j'ai vraiment regardé sa propriété pour la première fois depuis des mois. Le manoir lui-même était magnifique. Pas de doute là-dessus. Mais de mon angle, je pouvais voir à quel point il avait construit près du ruisseau. Trop près, peut-être. La cuisine extérieure et la piscine semblaient se trouver juste au bord de ce qui aurait dû être la zone de marge de recul. Je suis rentré et j'ai sorti les rapports d'impact environnemental que j'avais rassemblés lorsqu'il avait commencé la construction. Par courtoisie professionnelle, j'avais demandé des copies au comté juste pour voir comment ils avaient géré les questions de zones humides. Les permis montraient des marges de recul, des zones tampons et des restrictions censées protéger l'habitat. Mais en regardant son projet terminé, je n'étais pas sûr que ces restrictions aient été respectées. J'ai fait du café et j'ai étalé le relevé environnemental original sur la table de ma cuisine. La zone protégée était clairement marquée, ainsi que la zone tampon requise de 9 mètres. Selon les permis, aucune structure permanente ne pouvait être construite à l'intérieur de cette zone. La clôture était déjà grave, mais si la maison elle-même était en infraction. Je me suis rasseoir sur ma chaise et j'ai vraiment réfléchi à ce que je voyais. Garrett avait dépensé 7 millions d'euros pour une propriété qui aurait pu être construite illégalement. La clôture n'était que l'élément qui en faisait mon problème. J'ai pensé à Madame Hendricks, à la façon dont elle avait pleuré en signant les papiers pour vendre la ferme de sa famille, à la façon dont Garrett avait promis de respecter la beauté naturelle du terrain lors de la réunion de l'association de quartier où il avait présenté ses plans de construction. À la façon dont il m'avait regardé dans les yeux aujourd'hui et avait ri en prenant ma propriété. J'ai fini mon café et j'ai attrapé mon téléphone. Il était temps de passer un appel à quelqu'un qui serait très intéressé par ce que j'avais découvert. Le lendemain matin, vers 9 heures, je me suis rendu chez Garrett. Il a ouvert la porte en tenue de sport, se dirigeant probablement vers sa salle de gym à domicile. « Ezra, qu'est-ce qui t'amène si tôt ?»« Cette clôture, ai-je dit. J'ai besoin que tu la déplaces sur la véritable ligne de propriété. » Son sourire s'est effacé. « Je t'ai dit hier, cette clôture ne bouge pas. Je l'ai fait borner. Elle est exactement là où elle doit être. » « Fait borner par qui ? » Le gars de mon entrepreneur. Un arpenteur professionnel, agréé et tout.
Il a croisé les bras. Écoute, je comprends que tu sois contrarié, mais... Je ne suis pas contrarié, ai-je dit. Je te dis que la clôture est sur ma propriété et qu'elle doit être déplacée. Le visage de Garrett a changé. Le masque du voisin amical est tombé complètement. Tu sais quel est ton problème, Ezra? Tu es coincé dans le passé. Tout ce quartier est en train de changer. La valeur des propriétés augmente. J'améliore le coin, et tu t'inquiètes pour 2 mètres de mauvaises herbes. Ces mauvaises herbes sont un habitat de zone humide protégée. Il a ri. Zone humide? C'est un fossé de drainage avec un peu d'herbe autour. N'essaie pas de me faire peur avec tes sornettes écologiques. Ce ne sont pas des sornettes. Ta clôture traverse une zone tampon de 9 mètres qui est protégée depuis que le ruisseau a été désigné comme habitat essentiel pour le saumon. C'est une infraction aux lois de l'État. Pour la première fois, Garrett a semblé incertain, mais cela n'a duré qu'une seconde. Tu bluffes, a-t-il dit. J'ai tous les permis. Tout a été approuvé par le comté. S'il y avait eu des problèmes environnementaux, il me l'aurait dit. Peut-être qu'ils l'ont fait et que tu les as ignorés. Ses yeux se sont rétrécis. Tu me menaces? Je t'explique la situation. Non, tu essaies de m'intimider parce que tu es jaloux de ce que j'ai construit ici. Eh bien, devine quoi? Je ne suis pas arrivé là où je suis en reculant devant de vieux schnocks aigris qui ne supportent pas le progrès. J'ai commencé à répondre, mais il a levé la main. Voilà ce qui va se passer, a-t-il dit. Tu vas accepter que la clôture reste où elle est, ou je vais te rendre la vie très difficile. J'ai des avocats, j'ai de l'argent et j'ai des relations. Tu veux te battre avec moi pour 2 mètres de boue? Vas-y, j'attends. Cet après-midi-là, Garrett a mis sa menace à exécution. Une lettre recommandée de son avocat est arrivée, affirmant que je harcelais son client et menaçais de poursuites abusives. La lettre exigeait que je cesse tout contact concernant la clôture et me mettait en garde contre des poursuites judiciaires si je continuais à m'immiscer dans les améliorations légales de la propriété. Mais ce n'était pas le pire. Le soir, j'avais reçu des appels de 3 voisins me demandant ce qui se passait. Garrett avait appelé tout le voisinage pour raconter que j'essayais de créer des problèmes pour un litige foncier imaginaire. Il m'a fait passer pour le voisin difficile, le type qui ne pouvait pas accepter que le quartier s'améliore. Dorothy, qui habite 2 maisons plus loin, est passée vers l'heure du dîner. Ezra, chéri, j'ai entendu dire que vous aviez une sorte de désaccord, Garrett et toi. Il a déplacé sa clôture sur ma propriété. Oh, je suis sûr que c'est juste un malentendu. Il a l'air d'un homme si gentil. Sa femme m'a apporté des biscuits quand mon mari était à l'hôpital le mois dernier. Dorothy, il a pris 2 mètres de mon terrain sans demander. Mais c'est juste un petit bout, non? Peut-être que vous pourriez trouver un arrangement. Je détesterais voir des voisins se disputer. Après son départ, j'ai compris ce que Garrett faisait. Il m'isolait, faisant croire que j'étais le déraisonnable dans un quartier où la plupart des gens connaissaient à peine les limites de leur propriété et voulaient juste bien s'entendre. J'étais le type qui faisait des histoires pour quelque chose qu'il ne pouvait ni voir ni comprendre. Mon téléphone a sonné vers 20 heures. Numéro inconnu. C'est Ezra? Oui. Ici l'inspecteur Williams de la police de Beaverton. Je crois comprendre que vous avez une sorte de différend avec votre voisin. Mon estomac s'est noué. Quel genre de différend? Monsieur Garrett a appelé cet après-midi. Il dit que vous l'avez menacé, lui et sa famille. Il voulait nous en informer au cas où les choses dégénéreraient. Après avoir raccroché avec la police, je me suis assis dans ma cuisine, avec l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Garrett avait joué son coup à la perfection. Il avait volé mon terrain, m'avait isolé des voisins, et maintenant la police me considérait comme une menace potentielle. Tout ça en moins de 24 heures. Mais il avait fait une erreur. Il m'avait poussé si loin que je n'avais plus envie de jouer les bons voisins. J'ai ouvert mon ordinateur portable et me suis connecté à la base de données environnementales de l'État. En tant que consultant agréé, j'avais accès à des dossiers détaillés que la plupart des gens ne voyaient jamais. J'ai sorti tous les documents relatifs au projet de Garrett, chaque demande de permis, chaque évaluation environnementale. Ce que j'ai trouvé m'a fait siffler entre mes dents. L'évaluation d'impact environnemental initiale avait soulevé de multiples préoccupations. Le site de construction proposé se trouvait à moins de 15 mètres du ruisseau, ce qui exigeait des mesures d'atténuation spéciales.
Le rapport mentionnait spécifiquement que toute structure permanente devait maintenir la zone tampon de 9 mètres à partir de la limite des hautes eaux. Plus important encore, l'approbation finale était conditionnelle à un examen de conformité environnementale post-construction qui devait avoir lieu dans les 6 mois suivant l'achèvement. La maison était terminée depuis 14 mois. Aucun examen de conformité n'avait jamais été effectué. J'ai continué à creuser. Le plan de site original montrait la position de la maison de manière à respecter toutes les marges de recul requises, mais l'imagerie satellite de l'année dernière montrait quelque chose de différent. L'emprise réelle du bâtiment était au moins 6 mètres plus proche du ruisseau que ce que les plans approuvés indiquaient. J'ai sorti le rapport de délimitation des zones humides qui avait été exigé pour les permis. La zone protégée était clairement marquée avec des coordonnées GPS et des descriptions détaillées des limites. Selon le relevé, la zone tampon humide commençait exactement là où se trouvait maintenant la nouvelle clôture de Garrett. Sa clôture ne se contentait pas de traverser ma propriété. Elle marquait le début de l'habitat protégé que sa maison avait été construite en plein milieu. Mon téléphone a vibré. Un SMS de ma fille Jessica. « Papa, j'ai entendu dire que tu avais des problèmes de voisinage. Tout va bien ?» Je fixais le message, me demandant comment la nouvelle avait déjà pu atteindre Seattle. Puis j'ai réalisé que Garrett avait probablement des réseaux sociaux, qu'il avait probablement publié des messages sur son voisin difficile en ligne. L'histoire se propageait. J'ai passé l'heure suivante à documenter tout ce que j'avais trouvé, capture d'écran de l'imagerie satellite, copie des conditions du permis, photo de l'emplacement de la clôture avec coordonnées GPS. Si Garrett voulait jouer les durs, j'avais les munitions dont il ignorait l'existence. Mais avant de faire quoi que ce soit, je devais comprendre exactement à quoi j'avais affaire. J'ai appelé Tony Reeves, un vieil ami qui travaillait pour le département de la qualité environnementale de l'État, DQE. « Tony, c'est Ezra. J'ai besoin de te demander quelque chose, officieusement. » « Qu'est-ce qu'il y a ? » Hypothétiquement, si quelqu'un construisait une maison en violation des exigences de marge de recul des zones humides et qu'il n'y avait jamais eu d'examen de conformité post-construction, que se passerait-il si le DQE le découvrait ? Hypothétiquement, il serait dans de beaux draps. Nous prenons les violations relatives aux zones humides très au sérieux, surtout dans les zones d'habitat essentielles. Il pourrait faire face à des ordres de restauration, de lourdes amendes, voire des poursuites pénales si c'était intentionnel. Quel genre d'ordre de restauration ? Ça dépend de la gravité. Dans le pire des cas, il devrait enlever toutes les structures construites dans la zone protégée et restaurer l'habitat dans son état d'origine. Même si c'était une maison. Même si c'était une maison. Nous avons déjà ordonné des démolitions. Pas souvent, mais quand quelqu'un ignore de manière flagrante la loi environnementale, on ne plaisante pas. Après avoir raccroché, je suis resté à fixer l'écran de mon ordinateur portable. La maison de rêve à 7 millions d'euros de Garrett se trouvait peut-être au milieu d'une zone humide protégée. La clôture n'était que la pointe de l'iceberg. J'ai pensé à son rire ce matin, à ses menaces, à ses appels aux voisins et à la police. Il avait déclaré la guerre pour 2 mètres de ma propriété, sans savoir qu'il risquait de tout perdre. Il était temps de passer ce coup de fil. J'ai appelé la ligne directe du service de contrôle du département de la qualité environnementale à 8 heures précises. De professionnel à professionnel. Service de contrôle du DQE, Janet à l'appareil. Ici Ezra Hammond, consultant en environnement agréé. Je dois signaler une violation potentielle d'une zone humide dans un habitat essentiel pour le saumon. Pouvez-vous patienter pour le superviseur de la conformité ? 1 minute plus tard. Ici le directeur Walsh. Qu'avez-vous pour moi ? Une structure résidentielle qui semble avoir été construite en violation des exigences de marge de recul des zones humides, plus une nouvelle clôture qui a été installée directement à travers la zone tampon d'un habitat protégé. L'emplacement ? Je lui ai donné l'adresse et mon numéro de licence de consultant. Je peux fournir des coordonnées GPS, de l'imagerie satellite et des copies des permis originaux qui montrent les violations. Envoyez-moi tout ça par email. Nous enverrons quelqu'un sur place dans les 48 heures. J'ai passé la matinée à préparer un rapport complet. Des photos satellites montrant la position de la maison par rapport au plan de site approuvé. Des cartes d'arpentage avec les limites de la zone humide clairement marquées. Des photos de la clôture traversant la zone tampon. L'évaluation d'impact environnemental initial avec toutes ces conditions non remplies. Mais j'ai aussi inclus autre chose. L'historique des sanctions pour des violations similaires,
des cas où le DQE avait ordonné la démolition partielle ou complète de structures construites dans des zones protégées. Les précédents juridiques qui montraient qu'il ne faisait pas d'exception pour les maisons chères ou les propriétaires riches. Pendant que je travaillais, je regardais Garrett par la fenêtre de mon bureau. Il était dans son jardin, montrant la clôture à quelqu'un, probablement un autre voisin, répandant sa version de l'histoire, pointant ma propriété, secouant la tête comme si j'étais le déraisonnable. Vers midi, mon téléphone a sonné. Jessica. Papa, j'ai réfléchi à ta situation avec le voisin. Peut-être que tu devrais juste laisser tomber cette histoire de clôture. Je sais que c'est pour le principe, mais est-ce que ça vaut tout ce stress? Même ma propre fille pensait que je devais reculer. La stratégie de Garrett fonctionnait parfaitement. Je m'en occupe comme il se doit, lui ai-je dit. Les mêmes mots que j'avais utilisés avec Garrett il y a 2 jours. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais laisser les autorités compétentes régler ça. Les autorités? Papa, s'il te plaît, ne transforme pas ça en une grosse affaire juridique. Ce n'est qu'une clôture. Après avoir raccroché, j'ai terminé mon rapport et l'ai envoyé au directeur Walsh. Puis j'ai attendu. Ce soir-là, Garrett est venu à ma porte. Une approche différente cette fois. Sourire amical, une bouteille de vin à la main. Ezra, je pense qu'on a mal commencé hier. Je sais que tu es contrarié pour la clôture, et je veux trouver un arrangement. Quel genre d'arrangement? Je te paierai pour les 2 mètres. La juste valeur du marché, plus un petit extra pour le désagrément. On peut le faire évaluer. Officialiser le tout. La clôture doit être déplacée. Son sourire s'est crispé. La clôture reste où elle est, mais je suis prêt à te dédommager équitablement pour l'utilisation du terrain. Il ne s'agit pas d'argent. Tout est une question d'argent, Ezra. Combien? Je l'ai regardé, debout sur mon porche avec son vin cher et son sourire condescendant, m'offrant de payer pour s'en tirer après avoir volé ma propriété. Il n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Il n'y a pas de montant, ai-je dit. Il y a toujours un montant. 10 000 euros? 20 000? Bonne nuit, Garrett. J'ai fermé la porte et l'ai observé par la fenêtre. Il est resté là un moment, essayant probablement de comprendre ce qui venait de se passer. Il avait essayé les menaces, puis l'isolement, et maintenant la corruption. Rien n'avait fonctionné, et il ne pouvait pas comprendre pourquoi. Demain, les inspecteurs environnementaux de l'État arriveraient, et Garrett apprendrait que certains problèmes ne peuvent être résolus ni avec de l'argent, ni avec des avocats, ni avec des campagnes sur les réseaux sociaux. Certains problèmes exigent de respecter la loi depuis le début. Les inspecteurs du DQE sont arrivés le jeudi à 9 h du matin dans un pick-up blanc avec des plaques d'immatriculation du gouvernement de l'État. 2 personnes, le directeur Walsh et une jeune femme avec du matériel d'arpentage. J'ai observé de la fenêtre de ma cuisine alors qu'ils se garaient devant la maison de Garrett. Garrett a ouvert la porte en tenue de ville décontractée, pensant probablement qu'ils étaient là pour une question de permis de routine. Je l'ai vu faire un geste vers sa propriété, confiant et détendu. Puis Walsh lui a montré quelque chose sur un presse-papier, et toute la posture de Garrett a changé. L'inspection a duré 4 heures. Ils ont parcouru toute la propriété avec des unités GPS, pris des photos de la position de la maison par rapport au ruisseau, et passé un long moment à examiner la ligne de clôture là où elle traversait la zone tampon humide. Je suis resté à l'intérieur, mais je pouvais les voir pointer des zones spécifiques et prendre des notes. Vers 13 h, ils sont venus à ma porte. Monsieur Hammond, directeur Walsh, DQE. Merci pour le rapport. Nous devons vérifier certaines informations de délimitation avec vous. Je leur ai fait faire le tour de ma propriété, leur montrant les piquets d'arpentage originaux et expliquant comment la clôture avait été déplacée. La jeune inspectrice, présentée comme Sarah Martinez de la division de la conformité, a pris des relevés GPS à plusieurs points le long de la clôture. Cette clôture est définitivement dans la zone tampon protégée, a-t-elle dit à Walsh. Et d'après nos mesures, la maison elle-même est au moins 5 mètres plus proche du ruisseau que ce que le plan de site approuvé indique. Walsh a hoché la tête d'un air sombre. Nous aurons le rapport complet d'ici demain, mais cela ressemble à une violation claire de la loi environnementale de l'État. Cet après-midi-là, une lettre recommandée a été livrée à la maison de Garrett. Je l'ai regardé signer, l'ouvrir sur ses marches d'entrée, puis s'asseoir lourdement sur les escaliers de son Porsche. Il est resté assis là pendant près d'1 heure, à fixer la lettre.
Vers 17 heures, Gareth est de nouveau venu à ma porte. Cette fois, il avait l'air différent. Pâle, secoué. Ezra, je dois te demander quelque chose. Quoi donc? As-tu appelé l'État à propos de ma maison? J'ai croisé son regard. J'ai signalé une clôture construite illégalement dans un habitat de zone humide protégée. Ils disent que je dois démolir la maison. Je ne saurais rien à ce sujet. La maison entière, Ezra. Ils disent que toute la structure est en violation de la loi environnementale et doit être démolie. Sa voix s'est brisée. 7 millions d'euros. L'ordre de démolition est tombé 6 semaines plus tard. Le rapport final du DQE a conclu que la maison de Gareth avait été construite en violation délibérée des exigences de marge de recul des zones humides, que l'examen de conformité post-construction requis avait été délibérément évité, et que la clôture représentait un empiètement continu sur un habitat protégé. L'État lui a donné 90 jours pour restaurer la propriété dans son état naturel, démolition complète de toutes les structures dans la zone protégée, enlèvement de tout aménagement paysager non indigène et replantation avec une végétation native approuvée par la division de la conformité environnementale. Gareth a engagé 3 cabinets d'avocats différents pour contester l'ordre. Il a fait appel auprès du comté, du Conseil environnemental de l'État et enfin devant un tribunal fédéral. Chaque appel a été rejeté. La loi était claire. Les violations étaient documentées, et l'imagerie satellite prouvait que tout avait été construit contrairement aux plans approuvés. La démolition a commencé un mardi matin de mars. J'ai regardé depuis ma terrasse les excavatrices remonter l'allée de Gareth. La clôture a été la première à tomber. 20 minutes de travail pour enlever ce qui avait déclenché toute cette affaire. Puis ils ont commencé à démanteler la maison à 7 millions d'euros, morceau par morceau. Gareth et sa famille avaient déménagé la semaine précédente. J'ai entendu dire qu'il louait une maison à Lake Oswego pendant qu'il essayait de vendre son entreprise de technologie pour couvrir les coûts de restauration et les amendes environnementales. La facture totale approchait les 8 millions d'euros, plus que ce que la maison avait coûté à construire. Les voisins ont cessé de me traiter de voisin difficile après que les reportages ont commencé à être diffusés. Un dirigeant de la tech locale risque une amende de plusieurs millions de dollars pour violations environnementales, titrait l'Oregon Tribune. Soudain, tout le monde voulait en savoir plus sur la protection des zones humides et les zones tampons. Madame Hendricks m'a appelé le lendemain de la fin de la démolition. J'ai entendu ce qui est arrivé à cet homme horrible, a-t-elle dit. Je me suis toujours inquiété qu'il ne respecte pas la terre comme mon mari le faisait. 6 mois plus tard, ma propriété était de nouveau calme. Le terrain où se trouvait la maison de Gareth était planté d'herbes indigènes et de jeunes chênes. Le ruisseau coulait clair, et j'avais recommencé à voir des saumons dans les zones peu profondes. Parfois, je descends jusqu'à l'endroit où se trouvait la clôture et je me souviens du rire de Gareth, de sa certitude que l'argent et les avocats pouvaient résoudre n'importe quel problème. Il avait appris à ses dépens que certaines lois existent pour des raisons plus grandes que la valeur des propriétés ou la convenance personnelle. Les amendes environnementales et les frais de justice l'avaient contraint à déclarer faillite. Son entreprise de technologie a été vendue pour couvrir ses dettes, et aux dernières nouvelles, il travaillait de nouveau pour quelqu'un d'autre, redevenu un employé au lieu d'un bâtisseur d'empire. Debout dans la zone tampon humide restaurée, regardant l'eau couler vers la rivière Tualatin, je réfléchissais à la façon dont un seul coup de téléphone avait tout changé. Non pas parce que j'étais en colère ou vengeur, mais parce que je savais que protéger l'environnement signifiait suivre la loi, même quand cela coûte 7 millions d'euros pour démolir la preuve de son infraction. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Et surtout, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire, on adore vous lire.